Monsieur Hôtel, merci beaucoup. Merci d'avoir été œuvré à l'organisation de non seulement cette conférence, mais de mon séjour depuis 2 jours en Algérie. Et d'avoir aussi avoir choisi ce thème qui m'est cher, comme j'imagine qu'il l'est pour tous. Alors, je voudrais, avant de commencer, vous expliquer par souci épistémologique, en quelque sorte, d'où je parle, parce qu'il n'y ait pas de confusion dans la perception de mon positionnement, en quelque sorte. Bon, c'est vrai que je suis le rédacteur en chef d'un magazine qui publie des dossiers assez épais. 30 pages chaque trimestre. 30 pages de magazine, c'est assez important. Donc, où je sollicite 8 à 10 auteurs à chaque fois. Il y a un travail en amont de documentation sur un sujet, de recherche des auteurs, de recherche des thématiques qui sont celles posées par la recherche aujourd'hui et non pas dans 40 ans ou 50 ans en arrière. Donc il y a un souci de vulgariser. Et le mot n'est pas péjoratif, c'est d'apporter la connaissance scientifique à un public plus large, un public cultivé, qui n'a pas les moyens d'aller chercher dans des revues scientifiques, dans les bibliothèques, et qui veut avoir accès à cette connaissance de façon ludique aussi, puisque nous avons notre magazine est un magazine avec illustration. Donc il y a un travail, sans forfanterie, je pense que nous sommes extrêmement appréciés par le public pour le choix très minutieux des illustrations, la manière dont nous mettons les légendes, etc. Parce que aujourd'hui, les médias, les magazines proposent en fait des niveaux de lecture différents. On ne lit plus comme avant. Le lecteur d'aujourd'hui parcourt autrement un magazine. Il va lire, son œil va capter des images et la succession des images va lui inspirer des idées. Le texte va être différent de ce qu'il va percevoir. Il y aura peut-être un dialogue entre les deux. Mais voilà, nous essayons de tenir compte de tout cela. Alors, tout ça pour vous dire une chose importante, c'est que je ne suis pas vraiment un spécialiste ni de l'Andalousie, ni d'un sujet particulier. Je suis comme un papillon. Donc, nous sommes, nous, à la rédaction, au numéro, nous sommes en train de préparer le numéro 102. Le numéro 100 porté sur l'histoire ou l'historiographie des Arabes et l'historiographie de la philosophie, c'est-à-dire comment l'histoire, quel usage on fait de l'histoire aujourd'hui. Le numéro 101 nous ramener en arrière avec un titre qui, sur les voyageurs arabes, ou les voyageurs à l'époque de Marco Polo et de Ibn Battuta. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, mais donc ça m'impose une gymnastique intellectuelle assez dure de passer de thème à d'autres. Le prochain numéro qui sort en janvier va s'intituler à peu près la fabrication, comment les Britanniques ont fabriqué le Moyen-Orient, à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont inventé le concept qui n'existait pas, ils l'ont inventé en 1902, et ils l'ont mis en place au moment avant et pendant la Première Guerre mondiale, avec des résultats pas toujours probants, mais pour montrer d'où vient ce monde arabe, comment il a été fabriqué, comment il a été... Puis on a eu des numéros qui, je les citerai comme ça en passant dans mon discours, qui peuvent nous intéresser sur des périodes historiques anciennes ou plus récentes. Le numéro de l'Andalousie, vous m'avez reproché de ne pas vous avoir apporté un exemplaire, tout simplement parce c'est un numéro qui s'est épuisé très vite.
Et je vais revenir là-dessus parce que ça voulait dire qu'à l'époque, bon, l'Andalousie était déjà à la mode. Et je pèse mon mot, à la mode dans le sens positif et négatif. Il y a un côté négatif dans la mode. Et vous allez voir pourquoi. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est de la représentation. C'est de la manière dont on regarde l'histoire. Et non pas l'histoire elle-même concrètement. C'est-à-dire la manière dont on se projette, on interprète, on se recompose une histoire, une origine, etc. etc. Et pour vous montrer que l'Andalousie, c'est quelque chose de très complexe et qui nous ramène à d'autres qui, un peu comme les poupées russes, où vous ouvrez une poupée, elle vous en donne une autre, etc., à des différents thèmes passionnants. Donc je vais vous balader, vous promener entre l'Andalousie et le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Alors, l'Andalousie, une petite introduction à mon propos, est perçue de façon aujourd'hui très, très différente. Qu'on soit par exemple ici à Oran, en Espagne, en France, au Maroc, ou au contraire au Moyen-Orient. Il y a dans le Maghreb en général une relation intime avec l'Andalousie. Elle est évidente, je ne vais pas la développer, puisque des populations de l'Andalousie ont dû émigrer avant et après 1492. Ça commence avant, puisqu'il y a des départs à partir de Valence, etc. Donc, on a une immigration qui s'est installée. Donc, il y a même quelquefois une mémoire familiale. On le voit par exemple à Fès. Les grandes familles de Fès, c'est du fantasme quelquefois, certes, mais le fantasme crée de la réalité. Elles se disent différentes, d'origine syrienne. Elles vont mettre en avant la cuisine particulière. Voilà, nous avons notre cuisine et une cuisine andalouse. La plupart du temps, il y a des mélanges. Il est évident qu'il y a des mélanges. Mais l'homme a besoin de reconstituer un peu son passé, de le référer. Alors, à votre grande surprise, je vous dirais peut-être que en Orient, l'Andalousie est une découverte récente. Elle a d'autres connotations et d'autres significations. On va en parler un peu plus tard. On la découvre à la fin du XIXe siècle, peut-être sous la pression ou bien sous l'influence des Occidentaux. Et au XXe siècle, elle va jouer un rôle de paradis perdu. De paradis perdu. C'est le paradis, c'est une sorte d'origine fantasmatique, où on va aller se ressourcer dans la poésie de l'Andalousie, dans la musique, etc. Alors, il y a eu un moment où pas un poète n'a chanté la gloire de l'Andalousie. Et quand on regarde un petit peu de près, on s'aperçoit que ces gens-là étaient la plupart du temps des gens qui naviguaient dans la mouvance nationaliste arabe, quelquefois nationaliste arabe assez dure. C'est-à-dire une façon de relire l'histoire d'un point de vue très arabiste. Voilà. Moi, je vais partir, non pas de vous qui percevez l'Andalousie très fortement en vous disant qu'elle est là, au rang, elle est présente, elle a été présente, etc. Je vais partir de l'Europe en général. Alors, et du questionnement des Européens sur leur passé. Les Européens se sont, depuis la Renaissance et peut-être avant, longuement interrogés sur qui sommes-nous. Qui sommes-nous, nous, Européens? Alors, est-ce que nous sommes les héritiers d'Athènes ou nous sommes les héritiers de Rome? Alors, ça a été quelque chose de très important dans l'histoire moderne de l'Europe.
Et ce questionnement sur qui nous sommes est revenu récemment de façon beaucoup plus forte, parce que pour la première fois dans son histoire, l'Europe a pris conscience de son déclin et manifeste une inquiétude quant à son avenir. Donc, dans des cas pareils, on revoit son histoire de façon différente, de façon nouvelle. Bon. Athènes ou Rome, je citerai le poète anglais Edgar Allan Poe qui disait en anglais, et je traduirai, To the glory that was Greece and the grandeur that was Rome. Qu'on peut traduire ainsi, à Athènes va la gloire, à Rome revient la grandeur. Mais peut-être en réalité, si on creuse un petit peu, on peut se dire, mais qu'aurait été Rome sans Athènes? En réalité, la question s'est posée très vite et chez les Romains eux-mêmes. Les Romains se disaient, est-ce que nous sommes des barbares hellénisés? Sommes-nous des barbares hellénisés? Et Virgile, le poète Virgile, répondait à sa manière, il offrait une piste, non, nous sommes des Troyens. Les Troyens, ça voulait dire en réalité que nous qui avons vaincu les Grecs, peut-être que les Grecs, les vaincus ne sont pas qui l'on croit. Ce sont peut-être les Grecs qui ont emporté la victoire. Et donc, ça rejoint une réflexion qui a hanté un petit peu les Allemands à l'époque moderne. Un Allemand comme Wilhelm Humboldt au début du XIXe siècle, devant les conquêtes napoléoniennes et la rage qu'il avait de voir la Prusse détruite par Napoléon, décrétait que finalement les vaincus vont l'emporter de l'intérieur des structures du vainqueur. Si on transpose cela à quelqu'un qui vous est peut-être quelque peu familier, mais qu'on ne devrait pas cesser de lire et de relire, c'est-à-dire le grand historien cordouan Ibn Khaldoun, mort en 1406, si on voit on regarde sa manière d'interpréter le déclin, la grandeur et le déclin des civilisations, on retrouve quelque chose qui n'est pas différent. Il diffère sur un point, je vous le dirai. Pour lui, les grands empires s'avèrent fragiles devant les groupes guerriers qui sont sur les marges de ces empires-là et qui vont fondre sur la capitale de l'empire et qui vont l'emporter grâce à ce qu'il appelle, lui, la Asabiyya, et que nous traduisons en français, faute de mieux, par l'esprit de clan. Ibn Khaldoun poursuit en parlant de ces clans qui l'ont emporté, qui s'installent donc dans la capitale, et qui, au bout d'un certain temps, quelques générations, il parle de 3 générations, vont se ramollir. On dirait aujourd'hui s'embourgeoiser. On s'embourgeoiser, s'installe. Ce n'est pas tout à fait ce que disait Humboldt, que j'ai cité tout à l'heure. Humboldt pense que les vaincus vont l'emporter de l'intérieur. Pourquoi ne pas appliquer ce schéma à l'Orient? Nous avons parlé d'Athènes, de Rome. Bon, allons un peu plus à l'Orient et posons-nous la question de la construction de Bagdad. De la construction, non pas de Bagdad en tant que tel, mais de Bagdad en tant que capitale d'un immense empire. L'empire a été créé à la suite des coups de boutoir extrêmement forts et de la part de tribus arabes qui avaient cet asabiyya, cet esprit de clan, et qui ont fait tomber des provinces, d'un côté des provinces byzantines et de l'autre un État en entier, l'État persan sassanide. Voilà. Alors, question similaire, ces Arabes, c'est-à-dire ces barbares arabes,
comme on appellerait, en prenant ce terme des Romains, en conquérant ces lieux de haute civilisation, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Et là, ça nous pose... Pourquoi je pose la question? Je voudrais voir si il y a dans cette filiation Athènes-Rome, si on peut poursuivre et ajouter Bagdad, puisque notre souci a été de voir comment ces civilisations se sont comportées l'une avec l'autre. Alors, on peut, se poser la question un peu dans le détail et se dire, bon, nous avons plusieurs héritages que les Arabes ont dû gérer. Il y a un héritage, il y avait dans ce nouvel empire un peu de Rome, un peu d'Athènes et beaucoup de Perses. Hein, les proportions sont un peu différentes. Encore que, si on regarde géographiquement, je n'ai pas de carte, mais si on regarde géographiquement ce nouvel empire qui s'est créé, c'est un empire qui est créé à partir de provinces byzantines et romaines, qui vont donc de l'Atlantique jusqu'à l'Égypte, la Syrie, Syrie-Palestine. Voilà, tout ça, c'est un domaine. Mais ce domaine-là appartenait à une capitale, Constantinople, qui n'est pas tombée. Les Arabes ont essayé à plusieurs reprises d'occuper Constantinople. Ils n'ont pas réussi. Donc Constantinople est là. Logiquement, je dis logiquement pour simplifier, bon, ils ne pouvaient pas, ces élites nouvelles du nouvel État, se réclamer de la Grèce. Parce qu'elle est là. Il y a un héritier qui est là et qui est incontestable, il parle grec, il possède les œuvres grecques, etc., etc. Mais du côté oriental, la Perse, elle est tombée d'un seul coup. Mais les Persans, en entrant, même en devenant musulmans, n'ont pas enlevé leurs convictions précédentes comme on enlève sa veste. Ils sont entrés avec des croyances. Alors, est-ce que les vaincus persans n'ont-ils pas emporté, d'une certaine manière, à l'intérieur de cette nouvelle capitale? Alors, ce qui nous permet, pour faire un tri un petit peu dans les vous allez voir à quoi je veux venir, pour faire un tri dans les conceptions que nous avons de cette civilisation nouvelle. Je crois qu'il faut admettre une chose qui est évidente, c'est que c'est un empire nouveau. Il y a un acte de fondation, une fondation formidable à partir, surtout à partir de la Mésopotamie. La Mésopotamie est l'ancienne terre centrale des Persans. C'est la terre de l'Iran. L'Irak, c'est récent. Mais Ctésiphon, la capitale des Persans, se trouve à quelques kilomètres, ça s'appelle en arabe Madain, à quelques kilomètres de Bagdad. Donc on est en plein au centre de l'Iran. Pourquoi n'ont-ils pas déclaré leur filiation avec l'Iran, en disant l'Iran était très prestigieuse depuis les Achéménides, depuis Darius. Vous savez, tout ce monde-là était obsédé par les grands conquérants, par Alexandre, etc. etc. Et on peut légitimement se poser la question, mais pourquoi n'ont-ils pas dit nous allons fonder une nouvelle dynastie persane? Mais sauf qu'ils l'auraient fait, ils n'auraient plus été à la tête de l'empire qui couvre tout jusqu'au Maghreb, jusque plus loin en Orient. Donc ils avaient besoin d'une nouvelle idéologie. Il y a la religion qui leur permettait de le penser, mais il fallait aussi avoir une vision de cet empire qui ne se réduise pas à des éléments grecs, qui ne se réduise pas à des éléments persans. Tout ça pour vous dire que si les Arabes, ou bien cette civilisation, cet empire, a recueilli quelque chose de
la Grèce, à travers les Byzantins, a recueilli quelque chose de tout le savoir grec et toute la philosophie grecque, ce n'est pas pour en faire un point de référence. Pour faire bref, je vous donne un seul exemple, ne pas se poser la question de ce qu'ils ont traduit, mais de ce qu'ils n'ont pas traduit. Les Arabes, tout en connaissant tout le patrimoine byzantin et grec, ont dédaigné la tragédie grecque, ont dédaigné la mythologie grecque, ont dédaigné la poésie grecque, le théâtre, etc. Ça ne les intéressait pas. Et ça, c'est fondamental pour une mentalité, pour une philosophie, pour une vision du monde. Et ils ont préféré aller regarder du côté de la littérature indo-persane, en commençant par Ibn al-Muqaffa, c'est-à-dire les fables d'animaux, en commençant par des textes littéraires qui s'inspiraient de toute une tradition orientale, et également au niveau de l'écrit de l'histoire, les grands historiens étaient des Iraniens. Les grands historiens de l'époque, la grande époque de Bagdad, étaient des historiens. Voilà. Donc, revenons à l'Andalousie. Revenons à l'Andalousie. Il y a l'Andalousie, et je disais que les Arabes de l'Orient, du Moyen-Orient, ont redécouvert l'Andalousie au début du XXe siècle. Du côté des Français, la découverte de l'Andalousie n'est pas une découverte récente. En fait, on redécouvre l'Andalousie au début du XIXe siècle. Et on va y chercher un Orient proche. Et on va être séduit, les Français mais aussi les Anglais, par l'architecture, par les formes, et aussi par l'atmosphère, etc. Si bien que Chateaubriand, par exemple, va écrire un livre qui aura beaucoup de succès, le dernier Abencerrage. Ça veut dire, en fait, le dernier roi ou émir de Grenade qui a dû quitter en 1492. Il raconte son histoire dans ce livre-là. Et il va y avoir toute une veine, un certain nombre de romantiques, d'écrivains français de l'époque romantique, qui, avant de pouvoir voyager en Algérie, comme Guy de Maupassant dans les années 70, Flaubert dans les années 40 en Égypte, Gérard de Nerval, etc., ils vont aller vers leur Orient proche, c'est-à-dire l'Espagne de l'époque. Donc il y a une première découverte, et puis ça retombe. Ça retombe pourquoi? Parce qu'on découvre le vrai Orient. On va vers l'Est, on va vers le Sud, on va vers Tunis, vers Alger, etc., etc. Et puis, dans les années 60, plutôt 70-80, on voit brusquement un intérêt qui, quand on gratte un petit peu, quand on cherche un peu, ne s'explique pas par des découvertes scientifiques de nos historiens. Ils n'ont pas découvert quelque chose qui va imposer qu'on révise l'histoire et on remette en selle l'Andalousie qui aurait été oubliée. En fait, l'Andalousie va servir dans les débats européens, et notamment les débats franco-français, va servir de modèle pour le présent, des modèles de convivence. Alors, comment la chose se produit? De façon assez étonnante d'ailleurs. Petit à petit, en fait, il y a un relais, il y a des travaux qui sont disponibles, des travaux scientifiques, et puis il y a l'idéologie qui vient se raccrocher à ces travaux-là et leur donner une autre ampleur. Alors, un exemple pour faire court et pour que ce soit beaucoup plus sensible, au début des années 90, j'invite à l'Institut du monde arabe où je travaille pour donner des conférences sur plusieurs mois
un éminent historien des sciences et un orientaliste, voilà, catalan, Joan Vernet. Et Joan Vernet, donc, était précédé d'une réputation de voilà, c'est lui qui est en train de montrer que la Méditerranée, la rencontre entre le nord et le sud s'est faite en Andalousie. Donc c'était pour moi commencer mon cycle, j'ai lancé un cycle, une chaire qui a duré une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était un exemple formidable. Donc, et quand je fais la connaissance du conférencier, je m'aperçois que en réalité c'était un monsieur qui était dans la tradition orientaliste la plus classique. C'est-à-dire attaché à la philologie, n'extrapolant jamais. Toute extrapolation, pour lui, c'était de la philosophie, des élucubrations, etc., etc. Donc, pas du tout l'historien des sciences que... moi, j'ai fait beaucoup de philosophie des sciences, d'histoire des sciences, les grands maîtres français du milieu du siècle, comme Alexandre Coyeret, Georges Canguilhem, etc., qui ont bouleversé toute notre vision de la Renaissance et de cette... Bon, et puis après, je regarde le livre, la page de garde, et je m'aperçois que le livre en espagnol s'intitulait La culture hispano-arabe. Bon. Culture hispano-arabe, c'était un titre assez plat, qui n'aurait jamais attiré de foule, quoi. Mais il y a eu, par la magie de la traduction et par l'intelligence de l'éditeur français, très militant, de la gauche et tiers-mondiste, etc., il le traduit comment? Il le traduit par ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne. C'est un slogan, ce n'est plus un titre, c'est un slogan ravageur. C'est encore mieux que le précédent, qui était très fort mais pas aussi explicite, le soleil d'Alain brille sur l'Occident, bon, qui n'est plus dont on parle même plus aujourd'hui, mais ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne continue de s'imprimer, de se vendre, etc., etc. Ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne, le message est clair. Vous, Européens, vous avez une dette. Et cette dette, vous l'avez concoctée en Espagne. Là, on a déjà l'idéologie de la dette. L'idéologie de la dette en matière de culture est une idéologie notariale. Ça ne se passe jamais comme ça. Il n'y a pas de copyright en matière de culture. Les cultures s'entrevole, s'empruntent les unes les autres sans vergogne, sans se demander l'autorisation ou je ne sais quoi. Elles se volent des techniques, des idées, des philosophies, etc. Elles en font ce qu'elles veulent. Hein. Il n'y a pas de dette possible. Ça ne veut rien dire, la dette. Bon. Et donc, la dette, on en a beaucoup parlé dans les années 90, et c'est là que c'est comme ça qu'on peut expliquer cette explosion de ce débat extrêmement violent qu'il y a eu autour du livre de Sylvain Guggenheim, qui venait démontrer au public français il y a 6-7 ans que non, nous ne devons rien aux Arabes. Aristote, on l'a obtenu seul, au Mont Saint-Michel, on a trouvé l'industrie, etc., etc. Bon. Par-delà cette polémique qui ne m'intéresse pas pour l'instant, et qui, en fait, est une polémique qui nous trompe, parce qu'elle nous donne l'impression que la question est tranchée, puisqu'on a la preuve de passation, de transfert, etc. Oui, on a la preuve, mais est-ce que cette preuve s'applique seulement à l'Andalousie? Voilà la question. Pourquoi a-t-on mis l'Andalousie en avant? Il y a 7 siècles d'Andalousie, c'est très long, mais les 7 siècles, c'est pas
ce ne sont pas des 7 siècles d'échanges, etc. Les échanges, ça a été beaucoup plus restreint, la production a été sur une période plus courte, et puis qu'est-ce que les Occidentaux ont hérité de cette Andalousie? Alors, Alain de Libera, professeur au Collège de France, historien médiéviste, a beaucoup insisté depuis 20 ans sur cette question. Il a un peu mis de l'eau dans son vin, il a un peu atténué en disant non, je ne parle pas de dette, mais d'héritage. Hein. C'est un héritage qui est oublié, qui est renié. Hein. Et donc je m'oppose à ça, etc. Et lui est un philosophe, donc il va mettre en avant qui? Il va mettre en avant quoi? La philosophie. Et la philosophie, donc, forcément, la figure emblématique d'Averroès, Ibn Rushd. Bon. En disant, voilà, on ne peut pas expliquer la philosophie scolastique 12e, 13e siècle, au Moyen-Âge, c'est-à-dire à la Sorbonne, en Italie et tout, sans reconnaître l'apport d'Ibn Rushd dans sa lecture des grands philosophes grecs. Je ne veux pas entrer dans le détail parce que ça ne nous intéresse pas trop, le détail de la métaphysique d'Aristote, etc., mais juste vous dire que cette lecture d'Ibn Rushd a créé, a suscité des groupes, des clans, des groupes, non pas de disciples directs, parce qu'ils n'étaient pas dans le même pays, mais il y a des avéroïstes qui se sont formés à la Sorbonne pour se battre contre la pensée scolastique. En lisant Averroès, on revient à ce que je vous disais, les cultures se plient entre elles, mais sans copyright. Et personne n'a été chez Averroès nous dire « écrivez-moi je ne sais quoi ». Ils ont reçu des traductions, ils les ont interprétées à leur manière, et ils ont combattu à la Sorbonne et ailleurs leurs professeurs, leurs lettrés, etc., etc. Et effectivement, la filiation est claire, elle ne pose pas de problème. Mais mon problème à moi, c'est dès lors que des gens comme Alain de Libera disent oui, il faut prendre en compte l'apport de la philosophie occidentale, je dis d'accord, mais Ibn Rushd n'a pas eu de postérité dans le monde musulman. Pas vraiment de postérité. Donc votre argument va se retourner, en fait, va être interprété, il y a un double tranchant. C'est que s'il n'a pas été, il n'a pas eu de postérité, c'est que la société, la civilisation arabo-islamique n'était pas capable de supporter ce qu'il disait. Ça veut dire que, en réalité, nous seuls occidentaux avons été capables de prendre ces idées, de les interpréter, d'en tirer ce qu'il fallait, et eux, ils n'ont pas été capables. Et la philosophie s'est arrêtée là, ce qui est faux, parce que la philosophie a continué en Orient. Hein, elle a continué en Orient. Bon, elle a continué sur des écoles qui sont néoplatoniciennes et qui sont retrouvées finalement extrêmement vivaces dans l'Iran safavide, mais pas ailleurs dans l'islam. Si, il y a eu des poches ici et là, mais il n'y a pas eu de véritable relève de Ibn Rushd en tant que tel. Donc, voilà où on a des arguments qui sont mus par la bonne volonté. On veut montrer qu'il y a une dette, ça veut dire qu'on veut montrer qu'il y a quelque chose entre nous. Moi, je suis d'avis à chaque fois de montrer en quoi nous différons plutôt, parce que ça ne va pas nous empêcher de nous entendre. Hein. Ce n'est pas l'identité de vue qui empêche les guerres, ni les différences. C'est tout à fait autre chose, c'est pas ça. Alors, la bonne volonté dans cette façon d'aborder
les choses n'est pas nécessairement avantageuse. Autre chose très importante, c'est que si on parle des sciences, hein, il faut avouer que l'Andalousie, et je le regrette pour ceux qui, parmi vous, considèrent que l'Andalousie, c'est le premier et le dernier chapitre de cet échange, etc. Non, il y a l'Italie, il y a la Sicile islamique et normande a été une plaque tournante importante dans les échanges. L'Italie elle-même, toute cette Méditerranée du Sud, toute cette Europe méridionale, elle n'a cessé d'être en contact. Entre le nord et le sud de la Méditerranée, les contacts n'ont pas cessé depuis le 11e, 10e, 11e siècle, y compris au plan des techniques, des idées, etc., etc. On en a la preuve pour, par exemple, l'une des découvertes les plus importantes, c'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Copernic, polonais, se rend à Bologne pour étudier la médecine, il se met à étudier les mathématiques. Et vous savez ce qu'il va faire, il va faire une véritable révolution dans le calcul de la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Et un chercheur américain a montré, à partir des documents qui sont restés, des sources également, que, en fait, Copernic utilisait les résultats des observations de l'observatoire de Malaga, au nord-ouest de Téhéran, que les Mongols ont construit après avoir détruit en 1258 Bagdad. Ils ont construit un observatoire qui a permis pour la première fois depuis Ptolémée c'est le 2e siècle de notre ère, pour la première fois de faire 39 années consécutives d'observation qui permettaient donc des calculs beaucoup plus complexes, etc. Et Copernic a repris ces données-là et des calculs faits par Nasir-Din Tousi, qui était le grand astrologue mathématicien de cet observatoire, un Ismaélien, comme vous savez, pas très sur le plan moral, il a trahi les Ismaéliens puisqu'il a ouvert aux Mongols les portes de la forteresse de Alamout, où se trouvait le vieux de la montagne, se trouvait réfugié là-bas. Donc c'est grâce à lui que les Mongols ont pris d'assaut le dernier refuge ismaélite en Iran. Donc là, on a des choses très concrètes sur certaines découvertes, comment elles sont passées, etc. Et pas toujours par l'Andalousie, c'est toute l'Europe. Donc l'Andalousie, c'est une façon fantasmée de dire, voilà, ça vient d'une volonté en quelque sorte. Alors, autre chose dans mon dossier, je m'arrêterai là, hein, c'est que l'Europe, dans sa recherche des origines, a cette caractéristique qu'elle a cherché ses origines en dehors d'elle-même, en dehors de ses frontières. Hein, Jérusalem s'est retrouvée très vite en dehors de ses frontières. Avant de devenir musulmane, elle était byzantine, donc déjà en dehors des frontières de l'Empire romain d'Occident. Donc, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, avec les grandes disputes qui ont donné lieu au protestantisme, c'est-à-dire à la réforme et à la contre-réforme, hein, la réforme étant le protestantisme, le débat a beaucoup tourné autour de la Bible. Hein, parce qu'à la différence du Coran, la Bible canonique à l'époque, à la fin du Moyen-Âge, c'est la Bible latine de Jérôme, 4e siècle. Mais en même temps, existait ce qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire la Bible grecque du 3e siècle avant Jésus-Christ, traduite à Alexandrie en grec avant Jésus-Christ. Cette Bible-là est plus ancienne que la Bible en hébreu et araméen, laquelle nous n'avons que dans une version du 9e siècle. Alors, tout ça, ça a fait débat entre
entre protestants et catholiques, etc., et a incité à créer des enseignements de langue sémitique. Donc, toutes les langues sémitiques, plus l'arabe, plus tard le persan. Donc, on s'est mis à étudier tout ça. C'était une période très philologique. On va étudier les textes, etc. Et c'est le début de l'orientalisme, pas du tout impérialiste. C'était une quête de soi. C'est au XVIIIe siècle que l'horizon s'élargit. Ce n'est plus seulement Jérusalem, la 3 fois sainte aujourd'hui, mais la sainte de l'époque qui les préoccupait. C'est ce qu'on va appeler plus tard les pays de la Bible. Les pays de la Bible, c'est toute la région de la Mésopotamie à l'Égypte, etc. Donc au XVIIIe siècle, l'Europe s'intéresse énormément à l'Égypte. Elle va chercher, et c'est pas seulement les francs-maçons, c'est toute la culture européenne qui brise la dualité. Athènes, c'était Athènes-Rome, et maintenant on va découvrir l'Orient. On va découvrir l'Orient avec l'Égypte. Au XIXe siècle, on fait cette découverte formidable, fantastique de la Mésopotamie, c'est-à-dire on recule les dates de l'histoire des milliers d'années en arrière, et on découvre donc ce million de tablettes cunéiformes avec, en 1874, ce savant anglais qui va présenter à la Royal Society à Londres, qui va présenter un texte, il va le lire, et tout le monde croit que c'est la Genèse, le début, les premiers vers de la Genèse dans la Bible. Et il leur dit que ce n'est pas ça du tout, que c'est un texte qui appartient à un poème, le poème du super sage, écrit en cunéiforme, plusieurs milliers d'années, 2000 ans avant la Bible. Donc on s'aperçoit que les auteurs de la Bible ont copié sur des traditions précédentes, et là l'horizon s'élargit encore plus, et au XXe siècle, on arrive à ceci que le grand mythe d'Athènes va tomber, le miracle grec. Hein? Athènes, le mythe d'Athènes, comme début, comme origine de l'Occident, c'était le miracle. Ça veut dire, on l'a appelé le miracle grec. Ça veut dire, les Grecs, peuple exceptionnel, dans un environnement extrêmement barbare, ont réussi à fonder une civilisation nouvelle, une culture nouvelle, etc. Les historiens hellénistes viennent dire non, les Anglais ou les Français, comme Jean-Pierre Vernant, qui est mort il y a une dizaine d'années, mais non, c'est pas ça du tout. Voilà la transition, voilà comment ça a commencé. On a des textes des populations moyen-orientales, des mythologies, on peut faire la transition. Et puis, les gens qui travaillent sur la Mésopotamie sont venus dire, non, attendez, Jean Bottero a écrit un livre qui s'appelle Mésopotamie, la raison, l'écriture et les dieux, pour montrer comment la civilisation est née en Mésopotamie, la cité, l'État, l'agriculture, les techniques, la raison, l'écriture, etc. Mésopotamie, il y a bien sûr les égyptologues qui disent non, c'est pas la Mésopotamie, c'est l'Égypte. Mais peu importe, c'est à peu près les mêmes dates. Il y a donc une naissance de la civilisation bien avant. Cette naissance-là, elle est commune à toutes les civilisations qui se sont succédées dans cette partie de ce qu'on appelle l'Eurasie, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Eurasie, qui va de l'Asie centrale à l'Atlantique. Donc pourquoi n'est-on pas, nous ne sommes pas mis à dire, bon, écoutez, on va se réconcilier tous, nous venons d'une même souche. Bon. C'était pas facile, c'est quelque chose qui est très difficile, parce que déjà, nous sommes du côté du monde des pays arabes, encore extrêmement sous l'influence très très forte, plus que vous ne pourriez le soupçonner, de ces idéologues de l'arabisme du début du XXe siècle, qui nous ont imposé une vision de notre passé tout à fait singulière, où 1 millier
1 millier d'années d'histoire gréco-romaine sont expulsées, n'existent pas, on ne les voit pas, elles ne sont pas là. On a des monuments formidables, que ce soit en Libye, en Syrie et tout, mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas nous. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas ça. Voilà. Hein? Et puis, dans le cadre de cette Bagdad que j'annonçais, les historiens, les idéologues dont je parle, vont dire, oui, la grandeur de Bagdad, c'est 1 siècle, 2 siècles abbassides. Et point barre. Sur les 5 siècles abbassides, 760 à 1258, 2 siècles sont arabes, et le reste c'est quoi? C'est la décadence. La décadence, y compris sous les Ottomans, jusqu'à maintenant. Bon, c'est un peu, à partir de là, comment pouvez-vous reconstituer une mémoire, hein, et rétablir un peu le passé, qui permet aussi de comprendre un peu vers où on va et comment on peut construire une vision du monde, une vision de soi un peu différente. Donc, tout ça pour revenir à l'anthropologie, en fait, les perceptions sont très différentes. Chacun l'utilise dans une vision à soi, mais il faut, à mon sens, exclure définitivement une approche par la dette, une approche qui vise à faire reproche, faire honte aux Européens. Vous nous devez au XIIe siècle ceci et cela. Et je conclus par cette question. Et alors? C'est tout. Merci de votre attention.